Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des émissions. Ce soir, vous allez découvrir l'ultime épisode de Toxique. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, arrêtez-vous là et rendez-vous sur la page d'accueil du podcast. Pour les autres, installez-vous confortablement et découvrons ensemble la suite. Les mois qui ont suivi se sont déroulés dans un brouillard chimique et psychologique qui ne me quitte presque plus désormais. J'erre, d'un squat à un autre, fuyant les prédateurs intéressés parfois par mes maigres possessions et parfois par mon corps. Quand je croise mon regard au hasard des vitrines du boutique, je n'y vois plus une gamine de 16 ans. La douleur qui me hante me fait paraître bien plus âgée. Depuis que j'ai quitté l'appartement, je n'ai eu aucune nouvelle de ma mère. Elle a très certainement refait sa vie ailleurs, trouvant un nouveau Jules à épuiser jusqu'à la moelle. Au début, quand tout était encore frais, penser à elle me faisait ressentir une douleur lancinante dans la poitrine. Puis est venue la colère. Mais désormais, je n'ai plus que de l'indifférence à son sujet. On dit que la plus grande punition que l'on puisse infliger à une personne, c'est l'oubli. J'ai donc silencieusement prononcé la condamnation de ma mère au damnatio memoriae. Tout ce qui pouvait me rappeler son visage, son odeur, et les bons, comme les mauvais moments passés avec elle, ont fini brûlés dans un bidon rouillé faisant office de brasero à l'issue du premier mois d'errance. Dans mon cœur asséché, il ne reste plus qu'un petit recoin encore sain où j'y préserve avec le plus grand soin mon trésor. Les visages de ceux qui m'ont tendu la main. Marc, le patron du restaurant, et Zoé. Je les ai enfermés dans ce coffre, verrouillé à double tour afin que la noirceur qui m'habite n'entache pas la douceur des sentiments que j'éprouve pour eux. Je poursuis donc ma vie, mendiant, volant ou travaillant au black, fuyant la moindre lueur des sirènes de police ou à la vue des maraudeurs. Ma vie a déjà bien été assez merdique. Je refuse que l'on me place dans une famille ou en orphelinat jusqu'à mes 18 ans. Je ne veux plus vivre ce sentiment déchirant d'être abandonné et brisé par ceux censés prendre soin de moi. Bien sûr, j'ai déjà envisagé la fin de ma vie, la fin de toute cette vaine souffrance. Mais il faut croire que mon instinct de survie est plus fort que mon désir que tout s'arrête. Alors j'avance, un pied après l'autre, même si cela doit me mener au bord du précipice. La nuit est tombée depuis bien longtemps alors que je traîne ma carcasse éreintée vers mon refuge du moment. Une vieille bâtisse abandonnée qui sert de squat à quelques sans-abri. Parmi tous les lieux où j'ai échoué, c'est ce qui se rapproche le plus d'une maison. Ça devait sûrement en être une d'ailleurs. Ce genre d'héritage empoisonné que l'on ne peut pas entretenir car trop vieux, trop grand, trop coûteux. Je me suis installée au premier étage, dans ce qui devait être une chambre avant, mais qui aujourd'hui n'est plus qu'un ensemble de murs délabrés, de toiles d'araignée et de détritus. Mais au moins, je suis protégée des intempéries et la porte, bien que vétuste elle aussi, comporte un verrou. Ce qui me rassure grandement car, bien que les autres occupants ne m'aient jamais causé d'ennui depuis mon arrivée, certains poussent des cris la nuit qui me terrifient. Arrivé dans mon refuge, je tourne la clé dans la serrure et libère mes cheveux du bonnet et de la capuche qui me dissimule chaque nuit des attentions malvenues. J'observe mes mains aux ongles cassants, les pointes fourchues et ternes de mes cheveux. La malnutrition ne m'a pas rendu un grand service, mais au moins je peux fonctionner à peu près normalement. Je décrète néanmoins que demain j'irai à la piscine du quartier, afin de faire un brin de toilette. J'essaye de me maintenir le plus propre possible, par nécessité plus que par respect pour moi-même. Qui embaucherait, même au black, une gamine qu'on renifle à des kilomètres à la ronde? Ma routine consiste donc en un passage à la laverie de temps en temps, et, une fois ou deux dans la semaine, un saut à la piscine. Le luxe de profiter d'une douche chaude suivie de quelques brasses avant de retourner à la réalité. La perspective de ce petit moment allège temporairement le poids sur mes épaules, et je m'allonge sur ma paillasse de fortune,
plaçant sous ma tête le sac qui ne me quitte jamais et où je conserve mes maigres possessions. Tout en repliant mes genoux contre mon ventre, je tire de ma poche arrière mon portefeuille usé et en sors une photo. La photo que j'ai prise chez Zoé le jour où j'ai disparu pour de bon. Elle est cornée et salie, mais peu importe. Je la contemple un instant avant de la ranger soigneusement. Elle est bien vite remplacée au creux de ma main par un sachet contenant des pilules. J'en extrais une avec lenteur et m'apprête à la placer sur ma langue quand un cri se fait entendre. Je me fige, aux aguets. S'agit-il d'une bagarre d'ivrogne? Ou pire, d'une descente de police? Le cachet regagne son enveloppe de plastique puis ma poche. Je me blottis dans le coin de la pièce, mon sac serré contre moi et un petit canif à la main. Mes yeux sont rivés vers la porte. Les cris semblent se rapprocher, suivis d'un terrible remue-ménage, comme si quelqu'un était en train de retourner le peu de mobilier qui tient encore debout dans cette baraque miteuse. Les bruits de pas, lourds et maladroits, se rapprochent de ma porte. Les faibles sanglots du SDF de la pièce d'à côté me nouent le ventre. La violence n'est pas nouvelle, mais je n'ai jamais réussi à m'y habituer. Tout mon corps est tendu vers les grincements du plancher. Je ne respire presque plus. Mon instinct de survie m'intimant au silence malgré la peur qui me donne envie d'hurler. Face à ma porte, les pas s'arrêtent. Je sens les larmes embuer mon regard. Je les chasse d'un revers de la manche. J'aurai tout le loisir de pleurer plus tard. Enfin, j'espère. Soudain, la poignée de porte s'agite furieusement. Et malgré mes efforts, un gémissement plaintif et à peine audible m'échappe. Je plaque ma main contre ma bouche, le sang bat à mes tempes. Puis le calme revient, et les pas semblent s'éloigner. Un soupir de soulagement tremblant détend légèrement mes épaules. Est-ce qu'il a décidé de partir? Peut-être qu'il a abandonné. Les pensées se bousculent dans ma tête, quand soudain, le bruit d'une course lourde se fait entendre. Une seconde plus tard, ma frêle porte au bois vermoulu vole en éclats. J'hurle. L'homme qui me fait face est immense. Ses yeux injectés de sang balayent les ombres de la pièce avant de se fixer sur moi. Un sourire sadique étire ses lèvres craquelées. Il approche de moi, avec des allures de prédateur prêt à bondir sur sa proie. Lentement, mais déterminé. Mon regard paniqué navigue entre lui et la porte arrachée de ses gonds. Je vois d'ailleurs dans la pièce d'en face un autre squatteur et silencieusement le supplie de m'aider. Il me regarde d'un air désolé, avant de se dissimuler un peu mieux, de peur d'être le suivant. Je reporte mon attention sur le géant alors qu'il n'est plus qu'à 1 ou 2 pas de moi. Plus aucune échappatoire. Son immense main, aux ongles sales et cassés, jaillit devant moi et se saisit de mon sac. Je lutte, mais la fermeture finit par céder en voyant voler mes maigres possessions. J'ai revendu mon portable et mon ordinateur depuis longtemps. Il ne me reste que quelques vêtements, un livre corné trouvé dans une boîte à livres, et le petit bibelot que j'ai emporté avec moi en quittant la maison. Dans un moment qui me semble une éternité, je le vois s'envoler avant de se briser au sol, libérant le petit papier froissé et sale que j'ai tant de fois déplié sans pour autant m'en servir. Perdu dans ma contemplation, je n'ai pas pu esquiver la gifle que m'envoie le type. Une gifle si forte que ma vision s'obscurcit un moment et le goût métallique du sang envahit ma langue. Le silence qui m'entoure est irréel. En dehors des bruits de lutte et des grognements de l'homme, pas un son. Est-ce à ça que ressemblent mes derniers instants? De la douleur et du silence. Emprisonné dans ce carcan de peur, d'adrénaline et de résignation, je regarde mon agresseur qui se retourne vers moi après un rapide coup d'œil désintéressé à mes affaires. L'étincelle de son regard, je l'ai déjà vue plus d'une fois. Je m'en suis toujours sortie jusque-là, mais je suis si fatiguée de lutter, si fatiguée de vivre. Alors qu'il déboucle sa ceinture, je ferme les paupières, attendant que ce cauchemar se termine. Au moment où son souffle fétide chauffe mes joues gelées dont le sang s'est retiré, je me replie un peu plus loin dans mon esprit. À ma grande surprise, j'y retrouve Marc et Zoé. La chaleur qui émane d'eux me console, mais leur regard triste m'afflige. Un terrible déchirement. Des mains rugueuses soulèvent mon t-shirt, me reconnectant avec la réalité. Je n'ai même pas le droit à la consolation de la catatonie, apparemment. Soudain, sous ma paume, je sens le petit canif que j'avais lâché dans ma lutte pour mon sac. Je le saisis discrètement et, tandis que l'homme se penche vers mon visage, je le poignarde à la gorge. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un cri sauvage me déchirant la gorge. Le sang se met à couler à flots, m'éclaboussant, me faisant tousser. L'homme, lui,
hurle à l'agonie. Il se roule au sol, une main plaquée sur sa carotide. Je lâche mon canif et sans attendre me propulse vers la sortie. Je ne marque qu'un bref arrêt pour m'emparer du petit morceau de papier que j'ai protégé avec tant de soin ces derniers mois. La terreur me gagne à nouveau alors que je quitte le squat. Je cours dans les rues sombres, poursuivi par des fantômes. Alors que je traverse la rue, une pensée me frappe. Est-ce que je l'ai tué ? Cette réalité me fait hésiter et je réduis la cadence. Tout se passe alors dans un tourbillon étourdissant. Des phares, des klaxons, le choc, la douleur, puis plus rien. La lumière blanche aveuglante envahit mon champ de vision. Suis-je enfin morte ? Alors, pourquoi est-ce que j'arrive encore à penser ? Mon cerveau ne doit-il pas se mettre sur off maintenant ? Je ne veux pas d'une vie après la mort. Hors de question, la première m'a suffi. Et je ne veux certainement pas la poursuivre dans un au-delà. Le passé est bien trop douloureux. J'entends alors le bruit désagréable d'un appareil qui sonne, comme un réveil qui nous vrille les tympans un lendemain de soirée. Puis des voix, des cris indistincts, des ombres dans la lumière. Toute cette agitation m'épuise. Laissez-moi retourner au silence et à l'oubli. Soudain, un choc violent me traverse la poitrine. Une pause. Encore un autre. Les ténèbres reprennent leur droit. Mes yeux s'ouvrent sur un plafond blanc. Ce n'est pas celui de chez moi, ni celui de Zoé. Où est-ce que je suis ? Je perçois vaguement une voix à ma droite sans pour autant comprendre ce qu'elle me dit. J'essaye de tourner la tête, mais quelque chose m'en empêche. Tout mon corps semble tétanisé. Alors, je fais bouger mes globes oculaires de droite à gauche, paniqué. Un homme se penche sur moi, m'aveuglant d'une petite lampe qu'il braque directement sur mes pupilles. J'ai envie de lui dire d'arrêter, mais aucun son ne sort de ma bouche. Ma langue et mes lèvres paresseuses refusent de collaborer. J'ai la gorge sèche. Si seulement on pouvait me donner à boire. L'homme penché sur moi se recule enfin, et je vois sa blouse blanche du coin de l'œil. Je comprends alors que je dois sûrement être à l'hôpital. Le ton satisfait du médecin, alors qu'il fait son rapport à quelqu'un que je ne peux pas voir, masqué derrière un rideau, m'en apprend plus sur mon état. « Ça va aller, Madame Louiset. C'est tout à fait normal qu'elle se remette doucement de l'anesthésie. L'accident a été particulièrement violent et l'intervention longue. Si en plus on prend en compte le fait qu'elle est sévèrement dénutrie et déshydratée, il est normal que le réveil prenne du temps. Et puis, vu son état général, allez savoir ce qu'elle a vécu. Ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Elle sera probablement sur la défensive. Laissez-lui du temps. » « Merci, docteur. » Le docteur se dirige alors vers la sortie et le bruit d'un rideau qu'on tire me fait tourner le regard un peu plus à droite. Une superbe femme, à l'air fatiguée, apparaît dans mon champ de vision. La quarantaine tout au plus. Elle dégage un charme discret et distingué. En croisant mon regard, elle m'adresse un sourire chaleureux, comme si me voir en vie et consciente était important pour elle. Pourtant, je suis sûre de ne pas la connaître. Elle s'avance doucement vers moi, pour ne pas effaroucher l'animal blessé que je suis, puis s'installe sur le bord du lit et attrape un verre muni d'une paille sur le chevet. « Tu veux essayer de boire, Cynthia ?» Je la regarde, méfiante, mais surtout incapable de lui répondre. Elle se tape le front, comme si elle venait de comprendre qu'elle avait fait quelque chose d'idiot. « Évidemment, c'est difficile pour toi de parler pour le moment. Et si tu clignais des yeux une fois pour oui, 2 fois pour non ? Comme ça nous aiderait à communiquer un peu, dit-elle en me présentant à nouveau le verre. Une petite gorgée ? Je cligne des yeux une fois, et elle sourit à nouveau. Un sourire qui creuse des délicates pattes d'oie au coin de ses yeux. Très bien. Alors essayons. Et après ça, je te raconterai qui je suis et ce que je sais de toi. Ça te va ? Nouveau clignement de paupières. Elle hoche la tête et me présente la paille. J'essaye de boire. Ma bouche pâteuse et ma langue lourde ne me facilitent pas la tâche. Mais la première gorgée passée, cela devient plus facile. Et quelle sensation incroyable. Je ne pensais pas un jour être en mesure d'apprécier de l'eau à ce point. Je me fais plus pressante sur la paille. Mais la femme me la retire après quelques gorgées. Doucement, il faut que tu respires. Je t'en donnerai dans quelques instants, mais tu ne dois pas brusquer ton corps. Et si je commençais mes explications pour te faire patienter ? Je m'appelle Éléonore Louiset, et je sais que tu te prénommes Cynthia. J'ai été appelée ici il y a 3 jours, tout juste après ton accident. Est-ce que tu te souviens que tu as eu un accident ? Je confirme, et elle poursuit. Tu serrais dans ta main un papier avec mon adresse et mon numéro de téléphone. Alors ils m'ont appelé,
Tu sais, j'ai connu Marc dans une autre vie. Il me fait confiance bien qu'on ne se soit pas vu depuis longtemps. Il ne t'aurait jamais guidé vers moi autrement. Alors me voilà. J'ai une maison qui sert de refuge aux jeunes comme toi. Je les aide à sortir de la rue, à trouver un sens à leur existence et à se forger un avenir. En ce moment, je m'occupe d'un garçon de 14 ans et un autre de 17 ans. Puis elle ajoute presque pour elle-même. Tu es restée inconsciente durant ces 3 jours et on a bien failli te perdre. Il a même fallu te réanimer. Tu parles d'une trouille que tu m'as faite. Mais tu es là, c'est l'essentiel. J'essaye de lui faire comprendre par le regard que je veux en savoir plus sur mon état. Mon corps est engourdi, et il ne me permet pas de faire moi-même l'état des lieux. En dehors de quelques picotements au bout des doigts, je ne sens pas grand-chose. Elle me regarde un instant, perplexe, puis la lumière se fait dans ses yeux. « Mais oui, suis-je bête ? Eh bien, on peut dire que tu t'es pas loupé. En résumé, une jambe cassée à plusieurs endroits, 2 côtes fêlées, ta rate qui a éclaté, ils ont dû te la retirer d'ailleurs. Un poignet foulé, un vilain choc à la tête, des contusions et des coupures un peu partout, quelques points de suture par-ci par-là. Ils ont dû t'opérer plusieurs fois. Une fois à ton arrivée, pour traiter les plus grosses urgences, ta rate notamment. Et une autre fois, ce matin, pour ta jambe. Ils avaient peur que tu ne tiennes pas le coup si l'opération se prolongeait le premier jour, alors ils ont préféré attendre. Tu devrais heureusement bien t'en remettre, même si ta jambe prendra du temps à guérir. Ils ont été obligés de te mettre une broche. Tu ne pourras pas t'en servir avant un moment. Elle se tait, me laissant le temps d'absorber l'inventaire catastrophique de mon corps brisé. Elle attrape de nouveau le verre et présente la paille à mes lèvres. Tandis que je bois avec avidité, elle poursuit. L'anesthésie devrait totalement se dissiper dans les prochaines heures. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Tu vas avoir mal. Vraiment mal. Mais on te donnera de quoi calmer tout ça. J'ai déjà remarqué son côté direct pendant l'énumération de mes blessures, mais la distance avec laquelle elle me parle de cette douleur à venir me laisse deviner que c'est un sujet qu'elle maîtrise bien. On va te laisser le temps de te remettre sur pied. Quand on aura le feu vert des docteurs, je te ramènerai chez moi et je prendrai soin de toi. Je t'aiderai autant que je le peux. Alors sois patiente avec toi-même. Et quand tu seras complètement rétablie, nous parlerons de la suite. Mais pour le moment, ton principal souci est de guérir. Ça te va ? J'hésite. Je plonge mon regard dans le sien, cherchant à percer à jour un éventuel piège. Mais je n'y vois que le calme et l'assurance de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est presque trop beau pour être vrai. J'ai tant repoussé l'éventualité de devoir me présenter à cette femme, trop effrayée à l'idée d'être nouveau aperçu comme un fardeau. Trop effrayée que l'on me rejette à nouveau. Mais ces derniers mois passés dans la rue m'ont usé, et les événements récents ont eu raison de ma détermination à survivre seule. Quelqu'un veut bien s'occuper de moi, et je ne serai plus seule. Cette femme semble être une chance inespérée, comme une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Lentement, presque imperceptiblement, j'abaisse les paupières une unique fois. Mademoiselle Louiset affiche alors un sourire satisfait et se lève. « Parfait, nous sommes d'accord. Repose-toi désormais, je m'occupe de tout. » Il est désormais temps de dire au revoir à Cynthia. J'espère que son histoire vous a transporté pendant quelques instants. Souhaitons-lui un avenir radieux et aventurons-nous vers d'autres rivages imaginaires. Comme on est en plein dans la saison, les prochaines sorties du podcast auront pour thème les fêtes de fin d'année et ou l'hiver. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisserai découvrir le teaser qui sortira le vendredi 15 décembre à 23h. Comme d'habitude, retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Spotify et Google Podcast. Petite nouveauté, on peut aussi me suivre sur Mastodon et je suis actuellement dans le process de rejoindre certaines plateformes qui regroupent des podcasts, donc vous allez pouvoir me retrouver prochainement sur ces plateformes, je vous en dirai plus la prochaine fois. En tout cas, pour ce qui est existant, les détails sont dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Et en attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit et à vendredi prochain sur Late Night Stories.